Voilà, il est 8h14 sur Studio Kalita. C'est l'heure de recevoir au moins au téléphone notre invité ce matin, le premier invité de notre semaine d'actualité. Il s'agit de Shlomo Balzan, historien, guide et spécialisé dans l'histoire de la Shoah. Shlomo, shalom, boker tov et shavua tov. Boker Tov, Shavua Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité, bien entendu, parce que nous sommes le 11 novembre 2018. Il y a 100 ans prenait fin la terrible Première Guerre mondiale, avec de faux espoirs de la part de l'ensemble de la population en Europe et même à travers le monde, que l'espoir que ce serait la dernière guerre. Et finalement, on sait que que la Première Guerre mondiale n'était qu'une sorte peut-être même de prélude à la terrible Seconde Guerre mondiale. Et la question que je voudrais vous poser tout d'abord, c'est comment, et je voudrais que nous focalisions ce matin sur cet aspect des choses, sur cet angle, comment se retrouve le judaïsme français et européen au lendemain de cette terrible guerre, de ces 4 terribles années. Alors, juste après la Première Guerre mondiale, il y a une vague d'immigration incroyable du centre de l'Europe et notamment vers la France. De 100 000 juifs qu'il y avait en France à peu près avant la Première Guerre mondiale, on va se retrouver avant la Seconde Guerre mondiale à 330 000 juifs en France. C'est-à-dire 200 000 juifs sont venus, pas seulement en France, mais en France, 200 000 juifs sont venus, notamment de Pologne, bien sûr d'autres pays comme d'Afrique du Nord ou d'autres pays, mais surtout de Pologne. Pourquoi ? Parce que tout de suite après la Première Guerre mondiale, la Pologne est indépendante, enfin, de l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois. Il y a un nationalisme terrible, il y a des pogroms terribles, notamment le général Haller, qui est un général polonais qui a recruté des troupes polonaises en Amérique, des Polonais non juifs qui étaient venus en Amérique bien avant la Première Guerre mondiale, ont été recrutés par le général Haller pour se battre dans l'armée américaine avec les troupes pour libérer notamment également la Pologne. Ils sont restés en Pologne et ils font des pogroms terribles, notamment à Tarnów. C'est un truc incroyable, cette histoire des pogroms de 1919, 1920. Et en Ukraine, il y a un homme qui s'appelle Semyon Petlouria, le président de l'Ukraine indépendante pour l'instant jusqu'à les soviétiques vont l'envahir, qui lui va tuer plus de 50 000 juifs. On pense même jusqu'à 200 000. Des pogroms de cette importance, donc tout de suite au lendemain de la Première Guerre mondiale. Oui. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, des pogroms terribles en Ukraine et en Pologne. Entre parenthèses, Petlouria va se réfugier à Paris quand les soviétiques vont prendre l'Ukraine. Il va être abattu par Shalom Schwarzbart, par un juif à Paris, rue Racine, en 1927. Et ce Shalom Schwarzbart, qu'on appelle le Nokem, le vengeur, va être gracié par la justice française. Il faut bien comprendre ce que c'est que la France après la Première Guerre mondiale. Alors c'est ça. Expliquez-nous d'abord, les Juifs français, on sait qu'ils se sont engagés, on va dire de manière massive, c'était peut-être même, et dites-moi si je me trompe, une forme d'expression de leur émancipation dans l'armée française. Ils ont combattu, parfois même ils se sont retrouvés nez à nez avec des soldats juifs allemands. On connaît ces anecdotes de Shema Israël. Comment le judaïsme français se trouve au lendemain de cette guerre ? Alors, au lendemain de la guerre, le judaïsme français il y a à peu près donc une montée incroyable, une venue incroyable de masse juive de Pologne. Et il y avait ce qu'on appelle les Israélites, les Juifs français depuis longtemps. Par exemple, un exemple, c'est le rabbin Bloch à Strasbourg, qui est soldat aumônier, rabbin à la Première Guerre mondiale sur le front. Le rabbin Abraham Bloch. Oui, le rabbin Abraham Bloch. Il y a un soldat catholique qui agonise à côté de lui sous un bombardement. Et le rabbin Bloch, comme il n'y a pas de prêtre à côté, va courir chercher un crucifix pour lui faire l'extrême onction. Et le message, c'est juif ou catholique, on est d'abord frères français. Donc il y a ce que vous avez dit tout à l'heure, vraiment une partie de la communauté française qu'on appelle les Israélites, qui sont plus français que français, qui sont extrêmement attachés à la République. Et il y a
une montée incroyable en France, une venue incroyable de gens notamment de Pologne. Alors comment ces deux communautés vont-elles vivre ensemble côte à côte? Elles vont réussir alors que ce sont deux horizons totalement divers, comment vont-elles vivre ensemble? La rencontre n'est pas tellement sympathique. Oui. À Strasbourg, par exemple, les Polonais doivent s'asseoir dans les derniers rangs de synagogue. Il y a une ségrégation entre les Ashkénazes et les Polonais. Hein. Oui, il y a des combats idéologiques parce que les gens qui viennent de Pologne amènent des nouvelles idées. Par exemple, le Chassidut, le Bund, le Parti socialiste juif, va voir beaucoup de gens. On parle yiddish tout d'un coup dans le Plessow à Paris, dans le quartier juif du Marais à Paris, on parle maintenant le yiddish. C'est-à-dire que beaucoup d'Israélites vont voir la montée des migrants, des immigrés juifs de Pologne comme un danger dans leur propre sécurité à eux et le fait qu'ils soient français. Il va y avoir effectivement des accrochages jusqu'à 1939. Et ça, Mais il y a aussi un processus de reconnaissance même. Hein, dites-moi si je me trompe aussi, dans les années aux alentours de 27, il y a en France un processus de naturalisation de ces immigrés polonais et juifs qui deviennent français, n'est-ce pas? Pas tous. Par exemple, mon père et ma mère, leurs familles sont venues en France en 1923 et 1924. Ils n'ont pas été français qu'après la Seconde Guerre mondiale. Ah. C'est-à-dire que beaucoup sont restés... comment on déterminait qui pouvait devenir français? Je ne sais pas comment, mais c'était un processus très long et pas tellement facile. La majorité des Juifs sont restés étrangers. Je le sais parce que, par exemple, en 1939, tous les Juifs étrangers s'engagent dans l'armée française automatiquement en tant que volontaires. La Légion est incroyable. Il y a à peu près 25 000 Juifs étrangers qui s'engagent dans l'armée française en 1939. Oui. Alors qu'ils n'étaient pas obligés, mais ils s'engagent comme volontaires. Les Israélites, évidemment, sont engagés parce qu'ils sont français depuis longtemps. Mais donc, ça prouve que la majorité des gens, s'il y a 25 000 soldats entre 18 et, mettons, 23 ans, la majorité n'était pas naturalisés français. La famille de mes parents n'ont pas été français juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc, par contre, tout le monde est amoureux de la France. Les immigrés, comme les Israélites. Les Israélites, parce que c'est leur pays depuis très longtemps. Et deuxièmement, les immigrés, parce que c'est le pays des droits de l'homme. C'est le pays où on peut s'épanouir. C'est le pays où l'école de Paris, les peintres comme Chagall, Soutine, Modigliani peuvent vraiment faire éclater la culture et la peinture. C'est-à-dire que Paris, il y a même une expression en yiddish qui dit « Zufrieden wie Gott in Frankreich », heureux comme Dieu en France. Ça, c'est une formule qui circule en Europe de l'Est, heureux comme Dieu en France. C'est-à-dire que tout le monde est amoureux de la France, les immigrés d'un côté et les Israélites de l'autre côté, jusqu'en 1939 et la trahison. Alors jusqu'en 39, avant 39, il y a aussi, donc entre les deux guerres, et c'est probablement un mouvement important aussi, l'arrivée de juifs allemands ou de juifs autrichiens également. C'est aussi une nouvelle vague d'émigrés. Oui, à partir de la montée de Hitler au pouvoir, un peu avant même, commence à venir beaucoup d'immigrés d'Autriche et d'Allemagne, notamment de Sarre et Palatina. Et ils viennent, eux, ils sont mieux accueillis à cause de la montée du nazisme. Eux, ils sont beaucoup mieux accueillis. C'est pas non plus des chiffres énormes. Peut-être parce qu'ils viennent de milieux plus aisés en général, où ils sont allemands et ashkénazes et non pas polonais ou polacs, comme on disait à l'époque. Voilà, ouais. Ils sont un peu plus intégrés, mais les chiffres sont pas tellement importants. Mais une partie d'entre eux, d'ailleurs, leur famille venait également de Pologne, mais le plus connu, dont je parle souvent, c'est Arthur Weiss. Arthur Weiss vient juste après l'Anschluss. Il vient de Vienne, où il a fait l'école des Beaux-Arts,
et c'est lui il est graphiste, il est peintre, et c'est lui qui va faire le drapeau avec lequel va être enterré Theodor Herzl en 1949. Il va faire le drapeau en 1936. Il y a un plan d'enterrer Herzl en Israël en 1936, et ça a échoué à cause de la grande révolte arabe. Donc, mais il a fait le drapeau sur lequel va être enterré Herzl, et Arthur Weiss, malheureusement, va être déporté. Oui, c'est le père d'Israël Weiss qui a écrit ce célèbre livre sur Herzl, une nouvelle lecture de Theodor Herzl. Et lui, il va être déporté de France par le convoi numéro 6. Il va mourir à Auschwitz. C'est-à-dire que il y a eu une désillusion terrible. La France était la terre de refuge. Non, pourquoi la France est devenue la terre de refuge? Parce que depuis 1924, l'Amérique commence à fermer les portes à l'immigration. La Palestine est très difficile c'est très difficile d'aller en Palestine, bien que la déclaration Balfour, qui est une des résultats de la Première Guerre mondiale, va donner beaucoup d'espoir aux Juifs qu'il y a une possibilité de pays juif sur la terre d'Israël, enfin. Alors, cela nous donne un panorama assez clair de ce qui se passe, et on en arrive donc à la conclusion évidente, c'est que le judaïsme en France, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive de France est composée, on va dire, d'une minorité de ce que vous appelez des Israélites, c'est-à-dire des Juifs de souche, et d'une majorité d'émigrés. C'est cela, c'est-à-dire qu'il y a environ... Non, c'est 50-50. C'est 150 000 immigrés, 150 000 Israélites, à peu près. À peu près. Et cela m'amène à vous poser une question qui est liée à une actualité plus brûlante, celle de l'hommage que Emmanuel Macron voulait rendre aujourd'hui au maréchal Pétain, avant même qu'il comprenne d'une certaine manière qu'il ne faisait peut-être pas qu'il n'avait pas pris peut-être la bonne décision à ce sujet et qu'il se rétracte. Est-ce que finalement il y a au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il y a en France donc moitié de juifs français et moitié de juifs émigrés. Que pensez-vous de ce débat autour de la responsabilité, bien entendu, de Pétain dans la déportation d'une partie des juifs de France et de son désir, apparemment, en tout cas c'est ce que prétendent certains, de vouloir protéger peut-être les juifs de souche au détriment des immigrés? Quel est votre avis sur ce débat dont on a beaucoup parlé à nouveau ces derniers jours? Alors, il y a plusieurs pays où ça arrive. En Roumanie, en Hongrie, en France, partout où il y a un gouvernement en place, ils hésitent au début de prendre les juifs de souche, les juifs français, et ils livrent les juifs étrangers. Par contre, dans la suite des événements, il n'y a aucun doute que Pétain la collabore. Hongrie et la Roumanie et la France ont largement collaboré également à l'arrestation des Juifs français eux-mêmes. Donc, pour moi, dans ma tête, il y a un seul Pétain, c'est Pétain le salaud, Pétain le traître, qui a été condamné à l'indignité. J'ai même pas le droit de rappeler qu'il était maréchal. Il est indigne. La justice française l'a condamné à l'indignité. C'est-à-dire qu'il y a un seul Pétain. Il n'y a pas deux Pétains ou un gentil et un méchant. Il y en a un seul, qui est le salaud, qui est la trahison de la France, qui était une déception extraordinaire, pas seulement dans ma propre famille, où depuis on a un doute qui est la vraie France. Qu'est-ce qui se cache derrière? Et il y a toujours eu des essais de rappeler que quand même il y avait des Français, peut-être Pétain était gentil, parce que derrière les coulisses, il y a encore des essais peut-être de minimiser ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Je le rappelle encore, François Mitterrand mettait une gerbe sur la tombe du maréchal Pétain chaque année. Enfin, faisait mettre le 11 novembre. C'est-à-dire qu'il y a derrière les coulisses encore quelque chose que la France n'arrive pas à avaler, c'est qu'il y a un seul Pétain, et il y avait et que peut-être malheureusement la France, c'est pas forcément la France des vainqueurs de 1918, mais c'est la trahison de 1939. Et ça me préoccupe toujours. Évidemment, chacun a des idées qu'il peut avoir, mais
Pour moi, la trahison de la France en 1939 et la trahison de Pétain restera l'événement dont on doit se souvenir. Et effectivement, les propos de Macron ou d'autres m'ont un peu choqué et fait mal. Merci beaucoup Shlomo Balzan de nous avoir éclairé donc sur cette page à la fois difficile du judaïsme français et européen au lendemain de la Première Guerre mondiale, 100 ans, jour pour jour après la fin, après l'armistice, la fin de cette Première Guerre mondiale. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et Shavua Tov. Shavua Tov, merci à vous. Voilà, nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes pour la revue de la presse et des médias israéliens.